prête? D'accord. On y va, on monte. Peut-être en introduction, est-ce que vous pouvez expliquer votre code de communication pour que les personnes comprennent bien ce que vous allez dire? Donc du coup, pour dire oui, vous pouvez nous montrer, voilà, vous regardez les yeux vers le ciel. Enfin, vous levez les yeux vers le ciel, pardon. Et pour dire non, du coup, vous secouez la tête pour dire non. D'accord. S'il y a quelque chose qui vous semble très important ou avec lequel vous n'êtes pas d'accord, du coup, avec votre coude, voilà. Donc je vais vous lire un extrait à la demande de Madame Pestana, de phrases qu'elle a préparées avec des professionnels de la RIMOC et qu'elle voulait présenter. C'est ça, Fatima? Vous confirmez? Très bien. Échanger avec des personnes que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas, c'est vraiment compliqué. Je ne me souviens pas qu'une seule fois dans ma vie, un inconnu se soit adressé directement à moi. Je vous laisse imaginer à quel point cela est désagréable qu'on ne s'adresse pas à vous alors que vous êtes là. J'en ai marre qu'on me regarde comme une bête bizarre. C'est important, Fatima? Vous voulez que j'appuie sur le bouton? Le secteur sanitaire et les EHPAD ont été revalorisés depuis 2020. Les autres établissements services du secteur médico-social, l'AMAS, l'IME, les AT et tous les établissements financés par le département font partie des salariés oubliés par le Ségur de la santé. Et nous sommes concernés, nous, par la mesure Laforcade, spécialisée secteur médico-social. Elle se traduit comment? Donc le gouvernement a anticipé le versement de la revalorisation qui sera de 183 € net par mois dès le 1er novembre. Ça correspond à environ 238 € brut. Et donc elle concerne les professionnels soignants. Donc on va rentrer dans le détail. Je n'ai pas une très bonne nouvelle à vous annoncer puisque les bénéficiaires sont listés ci-dessous. Les aides-soignants, les infirmiers, les cadres de santé. Depuis 2 ans, depuis le début de la crise de la Covid, nous constatons que le monde du médico-social est le grand oublié. Ça a été vrai par la Covid, ça a été vrai par rapport au Ségur de la santé. C'est-à-dire que très naturellement, on a donné des revalorisations au personnel soignant, au personnel des hôpitaux. Normal, il n'y a rien à redire là-dessus depuis le temps qu'ils attendaient. Et puis quelques temps après, on a dit « Ah oui, mais les EHPAD aussi ». Et enfin, quelques temps après, on a fini par dire « Ah ben oui, il y a aussi du personnel soignant dans les établissements médico-sociaux. Alors on va leur donner la rémunération, enfin les 183 € de plus au mois de janvier 2022. C'est-à-dire 1 an et demi après les autres. Donc une situation qui déjà nous fait demander à quoi sert un secrétariat d'État aux personnes handicapées, et puis surtout des mesures qui ne concernent qu'une partie des personnels. C'est-à-dire une méconnaissance totale de ce qu'est l'accompagnement des personnes en situation de handicap. On va trouver un établissement qui dit oui. C'est surtout ça. On a commencé à faire des demandes. Une colère, bien évidemment, légitime,
de notre part, mais également du personnel. Parce que l'on revalorise les aides-soignants, les infirmiers, c'est très bien. Mais qu'on oublie les éducateurs et autres personnels qui ont une place essentielle, c'est quelque chose qui relève, oui, du mépris. Du mépris, pas seulement pour les personnels, mais aussi pour les personnes en situation de handicap. Alors depuis des années, le secteur est oublié, mais là, ça devient inacceptable. Un accompagnement d'une personne en situation de handicap, ça ne se conçoit pas uniquement via un accompagnement médical, par exemple. Donc cette dimension pluridisciplinaire, elle n'est pas prise en compte par le Ségur de la santé. Et c'est ça qui nous met en difficulté, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment profond d'injustice entre les catégories de personnel. Donc, si on veut un modèle de société où les gens en perte d'autonomie sont correctement accompagnés, il faut que nous fassions des choix. Si le seul modèle qu'on se donne, c'est le fait que si on veut mourir dignement, il faut mourir jeune, en bonne santé et subitement, je ne suis pas certain que ce soit un modèle de société auquel on souhaite adhérer. Pourquoi on est différent en fait de l'hôpital, des EHPAD, au service administratif, on fait exactement la même chose. En quoi on est différent en fait? Niveau travail, on a la même charge de travail. Logistique, je me suis occupé de tout l'approvisionnement d'un masque et en gel au moment où ça valait de l'or, et maintenant on n'est plus considéré comme soignant, on a subi autant qu'eux, et maintenant on est différencié. C'est injuste pour eux, parce qu'ils font le... Ok, ils ont les éducateurs qui aux pôles sociaux, mais ils font le même travail, autant que sur les maisons. Donc je vois pas où est la différence. Ils comprennent pas pourquoi ils n'ont pas le Ségur, alors qu'ils se donnent à fond, ils nous ont aidés pendant qu'on était confinés autant que les autres. Comment nous demander la même chose ou à peu près la même chose à des gens qui ne vont pas gagner la même chose, ceux qui sont valorisés, d'autres qui ne sont pas valorisés. Dans mon pôle d'accompagnement socio-éducatif, donc le pôle PSE, j'ai des ME et j'ai des AMP. Les AMP vont maintenant l'avoir et pas les ME. Et l'EDUXP ne va pas l'avoir, alors que l'IDEC va l'avoir. Donc comment gérer ça ? Ça fait des années qu'en fait c'est une branche, l'éducatif, le social, le médico-social, qui est un peu laissé de côté. C'est pas une priorité, parce que ça ne rapporte pas, ça coûte cher au contraire, ça coûte très cher. Pour moi, ça fait des années qu'il y a un problème à ce niveau-là. Le Covid, ça a été le coup de grâce. Avec le Ségur, voilà, ça a été le double coup de grâce. Allez Marc, on y va. Tu me fais passer une ceinture, Marc, s'il te plaît. Tu me fais passer une ceinture. Donne-moi une ceinture, s'il te plaît.
Sans vous, ils n'arrivent pas le matin, ils repartent pas le soir. En totalité, on fait partie de la chaîne, quoi. Il va y avoir toujours des problèmes partout qu'il va falloir, sur la maintenance des ateliers, il va y avoir des soucis constamment. S'ils ne sont pas résolus, tout le monde va être furieux. Pas de repas de cuisine. Aïe, aïe, aïe. Livraison du linge. Aïe, aïe, aïe. Pas de désinfection, pas de linge. Je crois que c'est pas pensable aujourd'hui. Ah non. Si moi quand même va voir, il nous appelle, donc... Non mais c'est vrai. On fait à peu près entre 130 160 repas par jour, enfin par service. Donc on est quand même là 7 jours sur 7, 365 jours par an. Donc sans nous, la cuisine, la remote ne pourrait pas tourner. Donc s'il y en a un, 2 ou 3 d'absents, et voilà, ça ne tourne pas. Nous sommes des maillons de la chaîne assez importantes. Et du coup, si on est si on coupe la chaîne, il va y avoir un gros manque par rapport à la cuisine, les repas, la nourriture, par rapport à l'hygiène. Nous, à la maintenance. On est là comme les soignants, donc on mérite d'avoir ce Ségur. On n'entend pas parler des maîtresses de maison, alors qu'on est essentiellement ici depuis le premier confinement. Nous aussi, on a manqué de matériel, on a manqué de masques, de gants, on était là et personne, jamais personne n'a parlé des maîtresses de maison. Alors que toute la désinfection, c'était nous, quoi. La confiance entre un éducateur et un blessé, c'est le moteur. C'est vrai. Entre un résident et un éducateur, c'est la confiance mutuelle qui rentre en jeu. À partir de là, tu te sens à l'aise. Par contre, il y a des choses qui ont changé ici à l'Escale. Eh bien, en fait... Est-ce que l'équipe, c'est toujours la même? Non. Non. À partir du moment où, quand tu es infirmière au foyer, suivie par le département, tu gagnes 500 € de moins qu'une infirmière qui est à l'hôpital et qu'on t'annonce que le Ségur, ça ne sera pas pour toi parce que tu es suivi par le département et pas par l'État, c'est logique qu'on a tous une famille, là, on est tous des parents. Oui, non, mais ils font très bien leur réaction. Ce où j'ai été surpris, c'est la brutalité un peu de la démarche. Mais c'est la brutalité de la mise en place du Ségur. Voilà. On a plusieurs personnes dans l'équipe qui sont parties, qui ont fait le choix de quitter l'établissement pour le salaire. Quand on travaille à plus de 30 km, la région bordelaise en plus est devenue extrêmement chère pour se loger. Toutes les hausses de carburant qui ont fait que on préfère à un moment donné se retrouver dans des établissements où le salaire est un peu plus important. Et, on aime notre travail, on aime nos structures, on les choisit, on apprécie de travailler, mais quand on a le salaire qui nous empêche de vivre convenablement, il y a un moment où on fait le choix
de privilégier sa vie privée que sa vie professionnelle. Aujourd'hui, c'est quand même très compliqué de demander à des personnes d'avoir une très haute technicité, de s'inscrire dans la durée, de développer des compétences, quand à côté, on est sur des niveaux de rémunération qui sont parfois bas, avec une attractivité d'autres secteurs qui est beaucoup plus importante. On a constaté, là, sur les derniers mois, une véritable fuite de nos compétences, de nos professionnels, parfois très motivés, mais pour qui voilà, le niveau de rémunération ne convenait plus. Non, c'est toi. Allez. 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 Oui. Oui. C'est trop bien là, tu fais plus. C'est très compliqué de prendre en charge 80 enfants avec 3 kinés uniquement au lieu de 5 ou 6, quoi. Donc c'est vraiment une limitation de toutes les prises en charge. La rééducation passe de 3 séances par semaine à 1, voire 0 pour certains. Voilà, c'est hyper néfaste. Hey, c'est à toi de faire l'effort, hein, dis donc. J'étends mes horaires pour combler le manque d'effectifs. Je me retrouve parfois à travailler toute seule au lieu d'être 3 infirmiers sur la journée. Et donc forcément, les prises en charge se retrouvent impactées. Les risques, c'est surtout pour les résidents, en fait, que leur vie ce qui est déjà le cas, c'est que leur vie se réduise au fait que on les lève, on leur donne à manger et on les recouche. Je suis la seule kiné salariée pour 46 enfants polyhandicapés. Ce qui me fait tenir, c'est que je sais que si je pars, personne ne me remplacera et que voilà, la situation va encore plus s'empirer. Je mets une blouse, c'est vrai que c'est très important la blouse, on met une blouse. C'est pareil quand on l'enlève. On essaie de laisser ce qui se passe à l'archipel et ce qui se passe chez nous. Mais c'est vrai que c'est compliqué ce mélange d'émotions parce que en fait, ça a un impact sur notre vie de famille. On rentre stressé. Moi, j'ai de plus en plus de mal à me lever, à me regarder dans une glace, d'être content de ce que je fais. Et je me dis, aujourd'hui, j'ai fait le minimum. Ils sont en vie, ils ont mangé et ils sont propres. On se démène, on faisait le travail pour 1, on le faisait pour 2, maintenant on le fait pour 3. Il y a des jours où c'est vraiment sur une semaine entière. Des fois, on tourne sur 2 maisons en même temps. Les résidents, des fois, doivent nous prendre nous aussi pour des gens un peu avec des troubles. On fait les choses à moitié, on les fait pas comme avant. On a perdu beaucoup de bons professionnels comme ça. D'autres qui sont en arrêt depuis longtemps. C'est parce que certains, c'est des burn-out, hein, ils ont explosé. On se remet tout le temps, en plus c'est des métiers où on se remet tout le temps en question, on a envie de bien faire. Hein. Excusez-moi. Je vous dis, on met même sa vie privée entre parenthèses. Moi je rentre, je suis éclatée, j'arrive plus à faire des activités avec mes enfants parce qu'on s'est tellement donné ici, on n'arrive même pas des fois à prendre notre coupure. On se sent des fois abandonné. Décembre et 2021. C'est important pour toi de bien connaître les professionnels qui t'accompagnent, d'avoir confiance. Oui. Oui, c'est plus rassurant, effectivement. Déjà, pour s'exprimer aussi, on connaît le fonctionnement des tablettes, donc ça évite aussi de leur mettre un stress de plus. Voilà, on sait que pour vous c'est compliqué au quotidien de pouvoir... comment ça se passe vous là avec tous les nouveaux, toutes les personnes qui s'en vont? Un peu compliqué parce que on ne sait plus, ça vient, ça part, ils viennent, ils repartent, ils sont pas tous au même niveau, quoi. Enfin, c'est un peu compliqué, mais c'est pas pour nous que c'est le plus compliqué. C'est pour eux, ouais, c'est pour les résidents parce que ils subissent, subissent plein de choses. Vous
Xavier, est-ce que tu me montres comment tu dis oui? Et comment tu dis non? Voilà, donc c'est quand même assez... Ils tenaient tous à dire que pour eux, la masse, c'est leur lieu de vie, c'est leur maison. Ils sont là quotidiennement. Qu'ils sont entourés de professionnels qui sont là pour les aider à tout moment de la vie. Est-ce que tu veux qu'on regarde un peu sur ton cahier si tu as des choses à rajouter? Tu as des choses à rajouter? C'est le trombi? Non. C'était avant? C'est cette page? Première ligne? Partir? Qui partir? Les professionnels? Tu veux dire que les professionnels s'en vont? Qu'il y en a beaucoup de professionnels qui sont partis en peu de temps. Et ça c'est difficile. Parce que c'est des gens que tu connais, c'est ça, qui te connaissent bien et qui ont été avec toi pendant longtemps, certains depuis plusieurs années. Et donc ça, c'est difficile. Parce qu'il faut tout réapprendre avec quelqu'un d'autre. Et que malgré tout, vous êtes attachés aux professionnels. Là, c'est leur vie, hein, c'est un peu leur famille, leur seconde famille ici. Cette page, première ligne. Manger. Ne serait-ce que pour manger, c'est ça? Parce que toi, tu as des habitudes particulières pour manger. Et c'est difficile, le repas, c'est un moment difficile pour toi. Et quand c'est quelqu'un qui te connaît pas, c'est compliqué, c'est beaucoup plus compliqué. On a commencé vraiment à s'inquiéter parce que on est inquiet sur la manière dont ça se passe au quotidien. On est inquiet sur la prise en charge, malgré toute la bonne volonté et malgré tout ce que font les équipes. Les titulaires, on sent qu'ils sont fatigués. Ils sont eux aussi inquiets quand ils ne sont pas en poste et que nos enfants sont gérés par des intérimaires qui ne les connaissent pas. Moi, quand je viens chercher Thibaut, mais il sortirait de son fauteuil tellement il est excité de nous voir pour rentrer à la maison. Et après, à la maison, nous, derrière, on ramasse un petit peu les miettes de tout ça. Parce que il est très demandeur, il nous sollicite, il dort pratiquement pas, il s'accroche à nous. Et donc, du coup, c'est compliqué pour lui, c'est compliqué pour nous, c'est compliqué pour le personnel. On en a marre de voir pas les mêmes gens tout le temps. T'as tous les temps. T'as tout matin. La toilette. Il te m'habille. Il me lave tout seul. Mais il tombe de l'aide. Tu vois. Je peux pas m'habiller tout seul. Pourquoi c'est chaud? Mais parce que c'est le repas. Et le repas, il faut bien qu'il soit chaud. Tu manges pas froid, si? Eh ben. Ah, moi j'ai vu. Mais tu vas être reposer après. Allez, là. Les troubles du comportement. Éteint. Comme quand elle est arrivée ici. Allez, allez, c'est ça. Je pense que là. Je me mets jamais trop, hein, tu sais. Des carottes. C'est pas très joué ce soir. Ce qui est déplorable aujourd'hui, c'est qu'à faire intervenir un grand nombre de remplaçants, parce qu'on a un turnover important, on s'aperçoit que ces remplaçants n'ont pas cette connaissance fine des personnes qu'ils accompagnent. Et du coup, dans les actes de la vie quotidienne qu'ils peuvent être amenés à proposer, on est à côté de la plaque. On a l'impression de faire un peu le double de notre travail tous les jours, puisqu'on finalement on guide les intérimaires. Tous les jours, on répète la même chose. On fait avec eux parce
parce que certaines, suivant de quel établissement elles arrivent, elles n'ont pas la connaissance d'élèves personnes, elles n'ont pas connaissance des sangles, le matériel. On refait des petites formations finalement le matin entre 2 prises en charge, c'est épuisant. Du coup nous, même moralement, on sent qu'on a le moral un peu sapé. Malgré tout, on essaye d'avoir le sourire puisqu'ils ressentent tout. Voilà, c'est des personnes, ils le sentent quand on est stressé, quand on est tendu, quand on a moins le temps. À l'heure actuelle, Florent, donc, il est ici, il a sa chambre personnelle, il est content, il a ses affaires. Et il y a beaucoup d'activités, il y avait beaucoup d'activités. Le personnel, bon maintenant c'est pas tout à fait pareil, mais avant c'était quand même toujours les mêmes. Donc il y a une confiance qui s'était établie entre nos enfants et le personnel et entre nous et le personnel aussi. Jusqu'à on était à peu près rassurés sur l'avenir de nos enfants et là maintenant on se demande comment ça va évoluer. Est-ce qu'il y a des structures qui vont fermer voilà. Ou est-ce que vraiment ils seront en sécurité par rapport au personnel qu'il y aura? Voilà. Donc maintenant on se pose des interrogations que moi je ne me posais pas avant. Quand je parle de contrat moral, je parle de ce contrat moral qui a été passé entre l'État d'une part et les associations de familles. Il faut savoir que ce sont très majoritairement des associations de familles qui organisent les services aux personnes en situation de handicap. Et il y a 60 ans, ils se sont investis sans compter leurs heures, bénévolement, et le deal passé avec l'État, c'était vous donnez de votre temps, en contrepartie, on vous donne les moyens d'assumer cette mission, et quand vous serez, on va dire, au seuil de partir, quand vous mourrez, vous aurez l'assurance que votre enfant sera correctement pris en charge. Et ce contrat qui relève de l'intime, il est mis en cause parce qu'actuellement, on peut être amené, dans certaines associations sur le territoire national, à demander aux parents de reprendre leur enfant. Ce qui peut être que inquiétant quand à 80 ans, vous êtes amené à devoir reprendre votre fils qui en a 55. Vous vous posez forcément des questions sur l'avenir et vous vivez une profonde injustice parce que c'est votre enfant, c'est votre chair et ça, c'est quelque chose qui ne se mesure pas. Et j'ai peur que le foyer ferme un peu pour X raisons. Et sachant que j'ai perdu mon papa l'année dernière, j'aurais plus d'endroit où aller si le foyer ferme. La responsabilité, notre responsabilité, la mienne en particulier, en termes de qualité de soins à apporter, c'est une vraie préoccupation. À savoir qui, au bout du compte, va être responsable de ce qui peut se passer dans les établissements. Un de mes collègues a pu constater 3 décès dans une maison d'accueil spécialisée pour défaut de soins. Donc c'est des choses qui, effectivement, empêchent de dormir la nuit. Il faut imaginer qu'une directrice générale, si elle s'aperçoit qu'elle ne peut pas assurer la sécurité sanitaire, la surveillance de nos enfants, il est évident qu'elle va dire « vous les reprenez ». Et si on les reprend, bon, je mets de côté nos problèmes à nous, physiques, mentaux et ainsi de suite, que ça peut déclencher. Mais chez eux, ils seront malheureux. Ils seront malheureux, ils verront plus, ma fille verra plus son copain, la sienne non plus, ainsi de suite. Et donc en fait, on les enferme. C'est bien gentil. À une époque où on n'arrête pas de nous bassiner avec l'inclusion, on est en train de les enfermer chez eux. C'est ahurissant comme système, quoi. Je veux dire, on se marche sur la tête. Quand moi, j'ai ma fille, elle a 7 ans, donc elle est toute petite. Et, elle n'a pas du tout eu le même parcours que les vôtres. Donc moi, ma fille, elle a la remorque, bien sûr, mais elle n'y est pas à plein temps, en fait. Elle est à l'école. Elle est au centre de loisirs aussi. Donc, du coup, elle est 2 nuits par semaine à la remorque. Mais si elle a pu la remorque, eh ben, ça veut dire que je suis obligée, moi, de me réorganiser avec mes 2 autres enfants.
Et tu es mariée? Et je suis pas mariée, donc voilà, Tu es toute seule pour t'occuper de tes enfants? Je suis toute seule à m'occuper de mes enfants. Ah oui, d'accord. Donc voilà, c'est toute une organisation que je dois refaire derrière. Quand il n'y a pas de personnel, ça veut dire que je ne peux plus aller travailler pendant les 2 jours où j'ai ma fille. Et tu as une compensation financière si tu ne vas pas Non, travailler, tu n'as rien du tout? Financière, il faut que je trouve un employeur qui puisse dire écoutez, on comprend que vous ne puissiez pas venir travailler, mais ça n'existe pas. Moi, j'ai toujours eu ce sentiment d'être obligé de programmer ma vie, mon quotidien, en fonction de ma fille. Bien sûr, Je ne peux pas, il n'y a pas un instant, sauf depuis qu'elle est à la IMOC en internat, là maintenant, on arrivait à avoir une relative liberté, maintenant qu'elles sont prises, Isabelle, beaucoup plus longtemps, on recommence à vivre, à se resociabiliser. Et bien, maintenant, avec ces couillonnades, on se dit, mais si jamais on va à la maison, comment on va faire? Au-delà des difficultés physiques, il va y avoir ces difficultés qui vont nous replonger 20 ans en arrière. On désociabilise l'enfant, et la famille. La personne, et on désociabilise la famille. Dans mon âme de travailleuse sociale, je ne suis pas bien. Sur le moral, ça coûte beaucoup parce que ce sont des personnes avant tout. Et ils ne sont pas là que pour manger et être lavés. Parce que je vois que tout fout le camp. Tout fout le camp et ils n'ont plus cette vie-là. Et alors, ce qui est assez curieux, c'est qu'en parallèle, les lois sociales, c'est que ça. C'est-à-dire que les nouvelles lois, là, les plus récentes, dans les formations, on les apprend, c'est l'inclusion sociale, aller vers l'extérieur. Nous, l'équipe mobile, c'est un de nos objectifs, de travailler avec des réseaux dans l'inclusion. Sauf que, comment on fait si, ici, par exemple, au quotidien, déjà, on ne peut pas être là pour les soins fondamentaux. Ma colère, elle est plus dirigée contre les injonctions paradoxales qu'on reçoit énormément en ce moment. C'est-à-dire que nous, on est un établissement, on sort d'une certification autisme qu'on a eue, dont on est très fiers, mais en fait, ce qu'on a réussi à montrer, on ne va pas pouvoir le maintenir. Les exigences, elles sont là, et ce qu'on peut produire, c'est là. Il y a un écart qui est absolument pas comblable. Donc ça met en colère. Mais c'est la première fois que je t'amène ici, moi, Léona. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui devaient être mises en place pour améliorer l'accompagnement, des certifications, des subventions pour du répit, etc. Mais tout ça, ça a été mis aux oubliettes. Effectivement, il manque de personnel, donc on ne peut pas accueillir des gens supplémentaires pour le répit des familles. Les certifications d'institutions, il n'y a plus de projet d'équipe parce qu'il n'y a plus d'équipe. Donc comment voulez-vous avoir des projets d'équipe et donc des projets individuels quand il n'y a plus d'équipe? L'enseignement externalisé a débuté il y a un petit peu plus d'1 an. Et depuis septembre, maintenant, on s'est installé à l'école du Haillan Centre. Dans les écoles primaires, que les enfants se côtoient, effectivement, ça permet que les enfants du milieu ordinaire aient une représentation du handicap, qui est cette peur qui pouvait exister, mais qui disparaisse, et qu'en fait, la personne handicapée fasse maintenant partie du paysage tous les jours et qu'on puisse la croiser à différents endroits sans avoir peur d'elle, entre guillemets. Ce projet, effectivement, d'inclusion est super porteur à ce niveau-là. La situation est devenue compliquée parce que suite à des absences de personnel, on s'est confronté à une sorte de turnover de remplacement. Et les gens viennent mais ils ne restent pas, ils viennent une journée, on ne les revoit plus le lendemain. Et c'est devenu compliqué pour l'enseignante parce que tous les jours, elle doit réadapter sa façon d'enseigner, de gérer la classe. Et ça pénalise grandement l'éducation de ses enfants.
On a un peu mal avec le corset. Mais sinon... Et tu sais, même avec le corset, on peut bouger les bras. Je te promets. Comment? Je suis nulle. Je suis nulle. Oui. Non, moi dedans. Afro Jojo. Petite. Orange. C'est quoi le jaune? C'est des frites ou des pâtes? Des frites. Ah, c'est des frites. Allez, vous. Oui, j'ai une vraie préoccupation pour notre secteur de façon générale. Je fais ce travail depuis 20 ans, plus de 20 ans, et j'avais une autre ambition pour les personnes en situation de handicap dans notre pays. Et c'est vrai que tout ce que l'on fait pour œuvrer en direction des personnes et leur trouver une place dans la société, dans leur environnement, dans leur milieu, que ce soit à l'école, en entreprise, dans la vie sociale, et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai une vraie préoccupation, à la fois à court terme pour assurer correctement la qualité des soins dans les structures médicalisées, mais également de façon générale pour les personnes dans la société. Et toi, Jules, comment tu es aujourd'hui? Tu es content? Vous avez des choses à dire. La colère qui prime. On va être en colère. Et Thomas? Alors, Thomas. C'est bien, j'ai entendu. Ah, toi aussi t'es en colère? D'accord. C'est un métier génial, quoi, et on ne le sait pas assez. On a l'impression que quand on parle de maisons d'accueil spécialisées, on rapproche ça à des maisons de retraite où on est dans de la fin de vie. Ici, on n'est pas du tout dans la fin de vie, quoi. On est dans le début de la vie. Ce sont des jeunes adultes pour la plupart. Accompagner des personnes cérébrolésées qui ont eu un trauma crânien ou un AVC, c'est quelque chose qui peut paraître difficile parce qu'on a affaire à des émotions, à des parcours où on peut se projeter. Ce sont des personnes comme moi, qui ont eu une vie tout à fait autonome. Mais ceci dit, en fait, il nous renvoie une richesse qui est tellement énorme, dépasser les obstacles, les accidents de la vie, qu'en fait, moi, je suis fière de travailler avec ces personnes. C'est un métier vraiment passion, effectivement, ça prend aux tripes, il y a du don de soi, enfin, on s'implique vraiment auprès des résidents et de notre métier. Encore bien par le ventre. Super. Je fais pas ça pour l'argent parce qu'effectivement il y a longtemps que je serais partie, je crois. Mais c'est ce contact, c'est les enfants, c'est gratifiant. Même si on obtient un minimum de progrès, on sait que c'est tellement compliqué pour eux que voilà, pour nous c'est gratifiant, c'est le lien qu'on a avec eux, la façon qu'on a de communiquer, le retour qu'eux nous en font parce qu'on sent que voilà. Et non, moi je ne changerais pour rien au monde, hein, j'irais surtout pas faire autre chose. Dans nos métiers, les plus grands remerciements, c'est une maman qui vous dit si je suis en vie, c'est grâce à vous. Et ça, on l'entend, et je peux vous dire que ça, c'est un sacré remerciement. C'est un enfant qui dit j'ai plus besoin de venir te voir parce que j'ai plus peur. J'ai plus peur, tu sais, je dors la nuit, je dors bien maintenant, il n'y a pas de problème. Si on fait ces métiers-là, j'ai envie de dire, c'est le plus grand des remerciements. Je ne me verrais pas faire autre chose. Je pense que même si c'est difficile maintenant, je pense que je pourrais évoluer dans ce que je fais, mais je ne pense pas que j'aille changer de métier complètement. Le social, c'est vraiment ce qui me plaît. Pour arriver dans ce métier-là, c'est pas pour le salaire. C'est des gens qui, humainement, ont des qualités humaines et qui ont envie de partager des choses. Moi, si je suis arrivé dans le social, j'ai fait d'autres boulots avant, hein. Même j'ai travaillé avec des gens, mais je leur vendais des choses, voilà. Enfin, c'était différent. Là, je me sens utile, ça a du sens, et on est dans de l'humain. Donc ceux qui se sont rapprochés de ce métier-là, c'est pas parce qu'ils aiment faire des toilettes, c'est pas parce qu'ils vont gagner beaucoup d'argent, c'est pas pour le confort du poste. Non, c'est parce que c'est des gens qui ont besoin de trouver du sens dans leur pratique professionnelle et qui ont suffisamment de générosité pour se donner auprès d'autres gens.
on a l'impression que finalement, au même titre que les auxiliaires de vie, que ces emplois-là soient des emplois de petite catégorie. Ce n'est absolument pas le cas. Imaginez ces mamans, ces mères de famille qui viennent travailler, qui viennent s'occuper d'enfants gravement malades. Imaginez un petit peu la responsabilité qu'elles ont, qui est énorme, énorme. Elles sont sous-payées. Moi, je considère aujourd'hui qu'on leur fait l'aumône. C'est exactement cela. Repas de famille à Noël, le cas typique. J'ai un ami qui vient avec sa copine, aide-soignante début de carrière à l'hôpital, qui me donne son salaire. Et elle est beaucoup mieux payée que moi. Donc là, en fait, je me pose la question de ma valeur dans la société, puisque en fait, une aide-soignante jeune diplômée est mieux payée qu'un infirmier en médico-social avec 10 ans d'ancienneté. Voilà, à un moment donné, on se pose énormément de questions, de se dire qu'est-ce que je vaux? Et c'est qu'est-ce que vaut les jeunes enfants polyhandicapés dans la place de la société, parce que c'est surtout ça, c'est eux aussi qui ne sont pas du tout valorisés. Alors, le monde du handicap, auquel je suis confrontée finalement que depuis la naissance de Thibaut, et bien finalement, ma grande constatation, c'est que c'est un monde, malgré tous les grands effets d'annonce qu'on peut faire, et bien il est complètement ignoré, complètement dénigré. Je n'arrive pas à comprendre comment on a pu, avec le Ségur, faire une telle différence. Ce monde de l'aide à la personne à tous les niveaux, il n'est pas aidé. Pendant nos actions avec le CVS, nous avons écrit à la ministre de la Santé. Ben finalement, on n'a pas eu de réponse. Il est fort probable que ce soit un manque d'information, un manque de sensibilisation, un manque d'empathie aussi, je crois qu'il faut oser le dire. Plus particulièrement, après je ne sais pas si c'est nous parce que ça nous tient à cœur, mais le polyhandicap en soi, on sent que ça n'intéresse personne en fait. Voilà, ce que je tenais à dire aujourd'hui, c'était remercier les équipes pour leur engagement sans faille, malgré la période difficile qui s'étire dans le temps et qu'on ne nous oublie pas. Nous souhaitons que les salaires des professionnels qui travaillent dans les établissements comme celui-ci soient revalorisés, soient reconnus, que les compétences des professionnels soient reconnues par les salaires, par des formations et qu'ils ne soient pas les laissés pour compte. Quand c'est dans l'accompagnement de nos personnes vulnérables, en tant que citoyenne aussi, ça me pose question en fait sur la façon dont l'État et notre société en fait considère les personnes vulnérables de notre société. Pour moi, c'est des valeurs de la France et là, je me pose la question en fait, comment on les considère et du coup, comment on me considère aussi en tant que citoyenne. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on soit quand même en France, dans un pays européen et je me rends compte que finalement, les métiers de la santé ne sont pas du tout reconnus à leur juste valeur. On est quand même dans des métiers de la relation à la personne, de la santé, donc quand même un domaine très important parce que si on n'est pas en bonne santé, tout s'arrête. La valeur humaine, la valeur de l'accompagnement humain, la valeur de la relation à l'autre aujourd'hui, elle est re-questionnée. On l'a peut-être oubliée parce que dans une société où tout allait bien, l'individualisme l'a emporté. Et là, on se rend compte que l'individualisme, c'est pas la bonne réponse aujourd'hui. Et c'est peut-être une prise de conscience qu'il faut peut-être remettre en ordre nos valeurs et la valeur essentielle qui est celle de la relation humaine et de l'intérêt, du souci de l'autre. Véritablement, il ne suffit pas de nous dire la société est ouverte à tous, l'inclusion ça existe, la personne a des droits. Oui, traitez-les vraiment comme des personnes qui ont des droits en revalorisant le salaire de tous les personnels de façon à ce que ce secteur reste bien attractif et que les gens qui ont envie de s'y investir puissent y rester. Ton message à la bouche.
la trajectoire de la course, à l'instantané de velours, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent l'emportera. Et il va caresser la métraille, cette plaine qui nous tiraille, le palais des autres jours, d'hier et demain. Le vent l'emportera. Et génétique en bandoulière, les chromosomes dans l'atmosphère, les taxis pour les galaxies, des mondes à vivre l'envie. Le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent l'emportera. Vous pouvez chanter ça. Alors ça note, le vent nous